Bonjour à tous, je suis Grégory Guittard du Journal du Coin et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être reçu par Éric Bothorel, parlementaire. Euh, Monsieur Bothorel, je vais peut-être vous laisser vous présenter rapidement à notre audience pour ceux qui ne vous connaîtraient pas et puis ensuite on va discuter ensemble de l'évolution de l'industrie des cryptoactifs en France et de l'encadrement, notamment promotionnel, des différents projets qui s'y développent et de l'impact de la future loi influenceur qui est en cours de débat. Voilà, je vous laisse vous présenter s'il vous plaît. Eh bien, bonjour, merci de venir à l'Assemblée nationale pour échanger. Éric Bothorel, donc député Renaissance depuis 2 mandats désormais. J'ai fait la majeure partie de ma carrière dans les entreprises informatiques. À l'époque, on n'appelait pas ça le numérique ou le digital, c'était bêtement l'informatique. Moi, je suis rentré sur ce marché-là à l'époque où les PC commençaient à remplacer les mini, et j'ai rejoint une entreprise française d'abord, Econocom, qui existe toujours. À l'époque, on était 70, aujourd'hui, ils sont plusieurs centaines. Ouais. Et on a remplacé les mini-systèmes. Mais c'est un lien avec ce dont on va parler tout à l'heure, parce qu'en fait, on est sur les sacs et ressacs de la centralisation, décentralisation de l'informatique. À l'époque, elle était extrêmement centralisée avec les mini. Les PC étaient la promesse d'une forme de décentralisation. Et ensuite, les PC ont bien évidemment évolué avec les premiers OS de client-serveur, Ad Manager, NT, enfin tous les ancêtres finalement des operating systems aujourd'hui qui permettent de mettre en réseau un certain nombre de machines. Ensuite, j'ai rejoint une entreprise américaine, toute petite, qui s'appelle General Electric, où j'étais directeur qualité Oui. pour la France, avec des ramifications en Europe sur l'amélioration des process de delivery de services et de produits, mais la filiale était toujours IT. Et à cette époque-là, c'est le web, et c'est les grands noms du web qui commencent à apparaître, ce qui dit aussi de sa capacité à apparaître et disparaître, parce que je parlais de noms qui ne sont plus aujourd'hui dans le paysage, comme Alta Vista, Netscape ou d'autres encore. Donc voilà, ça a été la majeure partie de ma vie. Je ne suis pas un homme de loi d'origine, je viens à l'Assemblée parce que Corinne disparaît. Corinne, j'étais son suppléant, c'était Corinne Harel, qui était une des députées avec Laure de la Raudière qui, sous les législatures précédentes, traitait des sujets du numérique. Alors, c'était les télécoms, c'était la couverture numérique, mais c'était aussi le plan d'adressage IP, c'était... voilà. Et moi, je suis issu d'un territoire, Lannion, Paimpol, breton, qui couvre des sujets qui sont divers et variés, puisqu'on a une Bretagne plurielle, l'agriculture, le tourisme, mais il y a aussi le numérique, la photonique, avec un pôle très fort à Lannion. Et donc, avec mon parcours professionnel, et puis ensuite en écho aux enjeux de la circonscription, il m'a semblé assez naturel, en arrivant dans cette grande maison, de faire des choix. Et le choix, ça a été de prolonger l'action de Corinne en rejoignant la commission des affaires économiques, et c'est de prolonger aussi son action en traitant principalement des sujets numériques, mais dans les grandes largeurs. Bien sûr, ouais. Et Corinne est là, voilà, en photo, m'accompagne depuis le début de ce mandat. D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé votre, on va dire, votre curiosité vraiment pour le domaine des crypto-monnaies, des technologies blockchain, ce qu'on appelle aujourd'hui, un peu par abus de langage, le Web 3, dans cet ensemble, on va dire, numérique et technologique qui est quand même très vaste? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a amené à vous renseigner et à, justement, par exemple, lors des débats de la loi Pacte, à être un des porte-voix, entre guillemets, pas de l'industrie, mais du secteur, au moins au sein de l'Assemblée? Alors, c'est pas une appétence parce que je serais moi-même détenteur de Bitcoin, ou c'est plutôt la curiosité. C'est-à-dire que quand on embrasse ce sujet du numérique et quand on voit finalement la capacité d'irriguer un certain nombre de nos pans d'activité, on peut pas échapper à aucun des buzzwords du moment ou des promesses de demain. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que d'abord, on règle pas tous les problèmes de régulation naissants des nouvelles architectures qui naissent et qui sont des promesses de cas d'usage de demain par le droit, et d'abord le droit. Il y a aussi la soft law, il y a aussi la jurisprudence. Bref, je pense que cet objet, qui est un objet, celui de l'innovation en tant que tel, est un objet qui va plus vite que l'écriture du droit. Pour autant, il y a nécessité parfois de prendre des dispositions pour s'assurer qu'on a bien à la sortie, en output de ces process, des choses qui ont des impacts positifs sur la population et qu'on se prémunit de risques. Le sujet du numérique, il est complexe à appréhender en matière de traduction de droit, parce que
Si on est dans l'excès de vulgarisation, alors on perd j'allais dire, les nuances, les subtilités technologiques qui parfois conduisent des possibilités ou des impossibilités. Si on est trop près de la racine de la technologie, alors on est infichu de le traduire en droit. À tel point, et on y viendra certainement, que si on a shooté les NFT dans le texte, c'est parce qu'on n'a jamais défini les NFT en termes de droit. Et il y a plein d'éléments comme ça. Enfin, je veux dire, sur un niveau plus grand public ou à hauteur d'homme, même si c'est aujourd'hui grand public le sujet des cryptos, mais il est un peu moins probablement que les réseaux sociaux. Imaginez que pendant des années, on n'a pas su déterminer ce qu'était finalement Facebook au titre de la loi. Est-ce que c'était un hébergeur, un propulseur de contenu, est-ce que c'est un éditeur? Les débats ont eu lieu sans cesse. Donc, je veux dire, l'émergence des cryptos dans le paysage de la blockchain en général, du Web3 par abus de langage. C'est pas tout à fait un abus de langage par ailleurs, mais on va pas entamer le débat, là ce serait trop long. De la même manière qu'aujourd'hui on voit apparaître des objets comme ChatGPT ou Midjourney, etc., spontanément on peut se dire on va régler le problème en faisant une loi ad hoc. Puis l'autre solution, c'est de se dire, bon, c'est quoi définitivement ces objets? À quoi ça sert? Parce qu'il y a déjà des choses qui sont balisées dans le droit, qui sont protecteurs et protectrices des consommateurs. Faut-il des éléments de régulation pour que les acteurs qui ne sont pas clairement définis puissent l'être et rentrer dans un champ de certification, qualification, enregistrement, agrément, blablabla. Bla, 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 bla. Et voilà. Pas un amour démesuré pour... Non, mais oui, c'est intéressant. Je ne veux pas passer pour celui que je ne suis pas, mais je porte un intérêt aussi fondamental à la blockchain, les cryptos et le Web3, pour mettre la grande famille, que j'en porte sur d'autres sujets. Et surtout, j'essaie de tordre le cou à des trucs qui font que on est quand même dans un moment hyper anxiogène sur la tech, où on est passé d'une étape dans les années 80-90 à c'est génial, ça va... la promesse des hippies de Berkeley et de Palo Alto, et j'en passe des meilleurs, c'était de finalement permettre aux gens de discuter avec les gens, d'avoir un niveau de connaissance supérieur. Et on passe dans un moment où aujourd'hui, avec les leaks, avec la cyber, le harcèlement, le machin, un truc, le numérique devient la cause de tous les problèmes, alors qu'en fait, il y a une solution à pas mal de problèmes. Et la crypto souffre de ça aussi, enfin, à tel point qu'on a des gens qui pensent que la crypto, c'est devenu la façon de rémunérer toute activité criminelle, oubliant qu'on finance le terrorisme avec principalement des dollars, que ceux qui sont partis en Syrie à une époque ont eu des virements avec Western Union, et donc moi j'essaie de ramener un peu les gens sur terre sur le fait que par exemple CryptoQueen, il n'y a pas de crypto, quoi. Enfin, les gens n'ont pas attendu la crypto pour être criminels. Et ils peuvent se servir, mais évidemment, la crypto pour des actions criminelles. Mais par ailleurs, on a des exemples chaque jour de gens qui tendent le coup à l'idée que, parce qu'avec la crypto, on serait protégé, c'est pas le cas. Enfin, moi, je connais des affaires qui sont des belles affaires de justice et de police et de gendarmerie, qui font que même des gens qui pensaient être à l'abri parce qu'ils faisaient leur petit trafic de stupéfiants en se faisant payer crypto ou d'autres choses encore, se sont fait gauler, voilà. Donc j'essaie de ramener ça aussi, en fait, c'est de ramener le truc au bon climat, voilà, au bon niveau de climat. Très bien. Et quel regard vous portez sur avant d'aborder vraiment la réglementation des influenceurs et de la crypto dans cette proposition de loi-là, quel regard vous portez sur la réglementation justement du secteur en France, on va dire son intérêt ou ses limitations à l'heure actuelle pour l'industrie au sens large? On s'était déjà posé la question au moment de la loi Pacte, parce qu'il y avait compétition des différentes places entre le canton de Zouk, des places dans tel ou tel endroit du globe, de savoir quel était le cadre le plus attractif au niveau fiscal. Je pense qu'au moment de la loi Pacte, et en y associant les gens qui à l'époque y avaient travaillé, je pense à Valérie Formincane, je pense à Pierre Persson bien sûr, je pense à Pierre-Alain Raffan, Christine Aignon, enfin c'est des gens qui sont plus là aujourd'hui, par choix ou pas, hein, d'ailleurs, pour certains, puisque pour certains, ils ne se sont pas représentés. Ce qui avait dicté qu'au moment de la loi Pacte, on se saisisse de ça, c'était de se dire, mais il n'y a aucune raison que sur cette nouvelle économie, on n'ait pas un cadre qui soit aussi attractif que ce qu'on est en train de faire sur le reste. Alors moi, je fais partie d'une majorité qui assume que le business, c'est pas sale, l'entreprise, c'est pas sale. C'est au contraire ça qui va permettre de créer de la richesse, qui permet d'être redistribuée derrière. Donc quand on est un peu attentif au niveau des amortisseurs sociaux qu'on a dans notre pays, la seule façon qu'on a de pouvoir les financer,
c'est bien évidemment, enfin, je suis pas un décroissant. J'entends Voilà. bien. Ouais. Il y avait des promesses de croissance, de disruption, de nouvelle économie à la clé de tout ça. La question, c'est de savoir où on se situait pour faire en sorte que les entrepreneurs fassent le choix de s'installer en France plutôt que dans le canton de Zouk ou je ne sais où. Donc on s'est inspiré de ce que faisaient d'autres. Alors après, il y a toujours des mieux-disants sur la place. Je ne revendique pas que la France a le cadre fiscal le plus avantageux pour les entreprises, mais le choix d'un entrepreneur de venir en France ne repose pas uniquement sur, j'allais dire, les avantages fiscaux que vous sinon ils seraient tous dans les paradis fiscaux. Et indépendamment justement de l'aspect fiscal, quel regard vous portez sur la réglementation des prestataires de services en actifs numériques, avec cet enregistrement, puis cet agrément, et j'allais dire aussi, parce que c'est difficile de le dissocier de ça, la mise en pratique avec des effectifs à l'AMF qui sont quand même, on va dire, en souffrance par rapport à cette charge de travail et aux dossiers en attente. Justement, qu'est-ce que vous en pensez de cet encadrement-là qui a été fait? Indépendamment des ressources qui peuvent exister à la CPR ou à l'AMF ou d'autres, parce que on a aussi sur la procédure d'enregistrement d'ailleurs la CPR qui est en jeu, mais on voit qu'il n'y a pas d'obstacle aujourd'hui, enfin il me semble en tout cas, puisqu'on a un nombre assez conséquent d'entreprises enregistrées, enfin d'EPSA enregistrées. Je ne sais pas vous dire si le fait qu'on ait zéro entreprise agréée est lié au fait qu'il y ait des délais qui sont trop longs, parce que peut-être que finalement le processus d'enregistrement, qui est déjà, il faut le dire à ce stade de notre échange, beaucoup de contraintes, ou en tout cas d'obligations qui reposent sur les PSAN. C'est pas juste s'enregistrer sur un truc. Derrière, il y a des contreparties. Bien sûr. Et des conformités à respecter. Moi, c'est une graduation qui me va assez bien. Enfin, et elle est conforme en plus à l'esprit européen. Perdons pas de vue que, avec Mika et d'autres choses encore, la France, elle a eu une influence sur la façon dont les choses s'écrivent en Europe, mais à la fin des fins, il y a quand même des choses qui s'écrivent en Europe. Et donc, l'idée que nous avions, c'était de faire en sorte de permettre l'innovation, de les préparer tout de suite à des réglementations qui arriveraient plus tard. Moi, je suis un convaincu du Digital Single Market. Un convaincu que si on veut pouvoir lutter à armes égales avec d'autres acteurs et d'autres places fortes du monde sur le sujet de la tech, je pense aux États-Unis ou à l'Asie, il faut que ce marché de 500-600 millions d'utilisateurs, de consommateurs, il faut qu'un entrepreneur français, quand il crée sa boîte en France, il n'ait pas de barrière derrière s'il veut se développer en Allemagne, en Italie, machin. Pendant longtemps, on a souffert de ça. Et donc, je pense que il faut avoir la big picture de la façon dont on a travaillé. On n'a pas créé un cadre spécifique à la France en se désintéressant de ce qui pourrait être demain le cadre européen. On a créé un cadre en France en disant qu'à l'Europe, inspirez-vous de nos travaux, et je pense que dans le travail de compromis et de consensus qui est fait aujourd'hui au niveau européen, il y a un raccord là-dessus. Il n'y aurait eu rien de pire, finalement, de créer un truc qu'on aurait été obligé de détricoter au motif que la réglementation européenne s'éloignait des standards qu'on avait nous-mêmes retenus. Donc je pense que, voilà, quand on est entrepreneur, il faut saluer tous les entrepreneurs parce que c'est des prises de risque, c'est souvent du capital personnel qui est mis sur la table, c'est beaucoup de sacrifices, etc. Enfin, on peut pas engager les gens sur des trucs où, au bout de 3 mois, on leur dit, bah, écoutez, le cadre, il change complètement et tout ce que vous avez bâti, en fait, il faut le revoir. Donc je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit pour savoir pourquoi on avait fait les choses. D'abord, parce qu'on est un pays qui revendique très clairement qu'on est plutôt accueillant pour ceux qui veulent investir en France et d'abord les entrepreneurs français. Et ensuite, suffisamment sécurisant pour se dire que ce qui est fait à un moment donné ne va pas être destructé 2 mois plus tard. D'accord, très bien. Et donc, je vais faire du coup un lien, on va dire, avec ce que vous venez de nous dire. Comment vous jugez la proposition de loi influenceur, où je pense qu'on peut dire que la totalité du secteur est d'accord pour dire que c'est pas une grande surprise et qu'il y a des abus qu'il faut forcément encadrer. Vous parliez justement de ne pas arriver en tant que législateur et puis de dire, bah voilà, le modèle que vous avez qui vous permet de fonctionner, qui vous permet de vivre à partir de telle date, en fait, il n'existe plus, il n'est plus possible. Je vous pose la question tout simplement en tant que média qui n'est pas non plus nécessairement un véritable média. Nous n'avons pas des agréments de médias, nous sommes un média en ligne, nous sommes un certain nombre d'ailleurs, pas seulement le journal du coin sur ce secteur-là. Quand on voit la proposition de loi influenceur, on a un petit peu l'impression, en tout cas c'est mon ressenti personnel, qu'on ne fait pas la distinction du tout entre, on va dire, l'influenceur installé à Dubaï et auto-proclamé qui va vous vendre n'importe quoi et comme vous le dites, qui pourrait d'ailleurs vendre vraiment n'importe quoi et pas seulement de la crypto-monnaie et on va dire profiter
profiter une partie de son audience, et on va dire les entreprises plus honnêtes, notamment avec cet encadrement très très strict aujourd'hui, en tout cas si la loi passe telle quelle, avec une interdiction, sauf, on y reviendra probablement sur les NFT, mais sans avoir à l'heure actuelle encore totalement défini ce qu'on plaçait là-dedans, une interdiction de faire de la promotion à partir du moment où on touche au domaine de la crypto, tant que c'est pas pour un acteur PSAN agréé. Je rappelle qu'aujourd'hui on n'a pas d'acteur PSAN agréé, on a que des enregistrés, effectivement une soixantaine. Quel regard vous portez sur cette proposition de loi? C'est un regard pondéré, parce que la proposition de loi, on parle ce matin avec vous et votre média du sujet des cryptos et des PSAN en général. Mais le texte, vous l'avez rappelé, il couvre un sujet qui est un sujet qui est posé d'abord parce que il y a eu des excès à certains endroits, des choses de relative violence, faut le nommer. Bien sûr. On parlait d'un flux voleur, de ceci, de cela. Bon. Donc il y avait nécessité, c'est le rôle du législateur finalement, de saisir de l'actualité. C'est pas toujours le cas. Il ne s'agit pas de faire un fait divers, une loi. Mais il y avait un trou dans la raquette sur finalement cette émergence d'activités qui n'était pas encadrée. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué de définir. Moi-même, j'étais critique sur la définition qui a été faite, parce que par effet de bord, on pouvait imaginer que si vous me payez un café après que je dise du bien de votre journal, finalement j'étais un influenceur. Non mais oui, c'est un tweet et voilà. Donc on a longtemps buté sur. D'ailleurs, j'ai une seconde délibération sur la notion de réciproque, d'engagement réciproque. Mais c'est dire que les débats, ils sont importants au moment où on qualifie les choses. Une fois qu'on le fait, après les gens sont dedans, ils sont pas dedans. Il n'y a rien de pire que d'écrire un truc qui fait que vous voulez protéger des gens, ils sont pas protégés, et vous voulez attraper des gens, ils sont pas attrapés. Mais j'allais dire, c'est l'articulation finalement de concepts ou d'idées traduites en droit avec des moyens limités, puisque c'est en gros le vocabulaire ou la grammaire qui nous fait les choses. Je sais bien qu'avec ChatGPT, on pourrait faire des amendements, mais en l'espèce, il est limité à 2021 pour l'instant, donc de toute façon, il serait par définition contestable. Donc pondéré parce qu'il y avait nécessité, et critique parce que je pense qu'on a loupé le truc sur la crypto. Je parle pas du reste, sur les cosmétiques, l'alcool, non, bien sûr. Oui. Mais et globalement, d'ailleurs, on peut parler du reste en se disant que, comme le reste finalement, j'allais dire qu'il y a déjà des dispositions qui encadrent le fait qu'on fasse de la pub ou pas. Moi, je suis partie d'une génération, il y avait la pub Marlboro sur les Formule 1, il n'y est plus. Il y a eu des tas d'évolutions du droit sur l'alcool, sur le tabac, sur machin. Et finalement, par capillarité, ça vient toucher d'autres secteurs. Et c'est bien ainsi. Je pense qu'il y a un élément protecteur sur la façon dont on s'adresse aux consommateurs. Mais moi, j'ai été surpris, je le dis, parce que je pense qu'on avait progressé. J'étais dans le space Twitter, par intermittence, que j'étais dans le train lundi soir, quand il y avait Stéphane et Arthur de la Porte qui échangeaient avec la communauté, dont on pouvait présumer qu'il y aurait finalement un alignement sur le fait que de reconnaître en creux que de limiter simplement la capacité aux influenceurs de pouvoir parler des PSAN qui sont agréés, c'est de fait interdire la possibilité aux influenceurs d'en parler. Puisque par définition, personne ne méconnaît qu'aujourd'hui il n'y a pas d'agréé. Alors je veux bien que ce soit stimulant pour que les gens aillent chercher vraiment, mais je pense que c'est assez décourageant. Jusqu'au matin de l'examen de ce texte, moi j'avais plutôt un avis, je m'attendais à un avis favorable au banc, à la fois du gouvernement et des rapporteurs sur ces aspects. C'était ce que nous avions sans trahir de secret. On n'arrive pas forcément dans l'hémicycle en découvrant quelle va être la position des uns et des autres. On y travaille, il n'y a pas que les lobbyistes qui le font. Et donc je m'attendais à ce que ce soit le cas. Et puis dans la matinée, on a dit que ce serait plutôt un avis défavorable. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Je n'ai pas la réponse. Bien sûr. Je pense que vous êtes venu en partie ici pour comprendre quel a été le cheminement qui fait que du lundi soir, on passe au milieu de semaine à un avis qui est différent. J'ai entendu les réponses d'Arthur de la Porte qui s'est exprimé au banc, expliquer que non. Je suis revenu à la charge pour expliquer que c'était une bêtise, de mon point de vue, une bêtise, et je n'ai pas réussi à convaincre le reste de mes collègues parlementaires, en tout cas pas sur ce coup-là, même si sur le coup d'avant et sur l'engagement réciproque, contre l'avis du gouvernement et du rapporteur, j'avais réussi à obtenir gain de cause. Je ne gagne pas tous mes combats, j'ai eu 4 secondes délibération sur la précédente législature, enfin, 4e arrive maintenant, ce qui veut dire qu'en général, quand je mène des combats, je les mène jusqu'au bout. Mais je n'ai pas d'explication. Je suis venu me voir ce matin pour me dire, mais en vrai, c'est quoi en creux la raison pour laquelle ils ont
ça, je sais pas. Donc mon avis, il est pondéré. D'abord, je pense que c'était nécessaire de faire un texte, enfin, nécessaire, en tout cas, il y avait suffisamment de sujets qui motivent le fait qu'on s'intéresse à cet objet. Et en même temps, dans ce qui sort, alors, je veux dire, les cryptos mis à part, le reste semble assez cohérent, en définitive. Les rappels qu'il y avait déjà des cadres. Enfin, on n'a pas surproduit du droit. Bon, voilà, c'est pas mal. La crypto, c'est un loupé. Non, j'entends bien, j'entends bien. C'est vrai que la question, je veux dire, je viens pas vous voir aujourd'hui pour savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Non, mais si j'avais la réponse, je l'aurais donné. J'en doute pas, mais non, c'est est-ce que vous pensez qu'on a des chances de voir le texte final sur le volet crypto évoluer au cœur avec la navette parlementaire, notamment on entend de ci de là la possibilité d'avoir des exceptions intégrées à la loi finale qui seraient on va dire décidées du côté de Bercy par le gouvernement sur ok tel secteur de la crypto-monnaie ne relèvera pas nécessairement de cette loi. Alors on peut penser au NFT puisque c'est ce qu'on a entendu en séance, mais de façon plus étendue, est-ce qu'on peut peut-être s'attendre à voir, on va dire, des prestataires qui n'ont pas forcément vocation d'ailleurs à s'enregistrer comme ça, ni même sous MiCA à l'heure actuelle, qui sont par exemple alors je vais parler des protocoles décentralisés. On sait bien que ces protocoles ne sont pas décentralisés dans l'absolu, qu'il y a toujours une société structurée quelque part, souvent à l'étranger, à Hong Kong ou ailleurs. Ça n'en fait pas nécessairement des projets qui vont venir vendre même leur crypto-monnaie au grand public ou qui seraient, on va dire, amenés à détenir les fonds de leurs utilisateurs, donc vraiment qui proposent un protocole librement accessible. Est-ce que vous pensez, par exemple, ce genre d'acteur-là pourrait se voir intégré en exception ou est-ce qu'on pense vraiment du côté, on va dire, de l'Assemblée que ce genre d'acteur-là, un jour, pourrait même prétendre au PSAN, alors même qu'à l'heure actuelle, de toute façon, il ne le qualifierait pas, je pense. Il y a devant nous une navette parlementaire et un examen au Sénat du texte. Tout est ouvert, y compris de renoncer à l'idée de pouvoir permettre aux influenceurs d'évoquer le sujet des PSAN enregistrés. C'est pas une humiliation de se dire qu'on s'est trompé. Enfin, ça peut arriver. Et donc sur la table, finalement, j'allais dire que ça m'appartient moins qu'à ceux qui vont désormais s'attacher à examiner ce texte, de savoir quelle est la rédaction qui correspond au mieux, des exceptions, comme vous l'avez dit, qui permettent malgré tout cette activité d'influence d'avoir lieu, sans qu'elle soit un préjudice ou une menace pour les consommateurs. Il y a plusieurs portes d'entrée, cette que vous mentionnez en est une, mais je dis simplement que le plan enregistré en était une autre. Manifestement, ça correspondait à ce que voulait l'association, enfin je parle de Madame, bien sûr. Qui était leur demande. Il ne s'agit pas de satisfaire en permanence les demandes des lobbyistes, mais après tout, si dans une discussion qui est une discussion sincère et constructive, il sort un consensus qui est le consensus que on trouve que c'est pour le mieux que ce soit les channels enregistrés, allons là-dessus. Enfin, j'ai pas de sujet. Et ça nous débarrasse d'un vrai sujet qui est de savoir après, effectivement, est-ce qu'on va repartir sur une autre porte de protocole ou d'autre chose. Quelle différence vous feriez entre la publicité, la promotion, comme elle se fait dans plein de secteurs en dehors de la crypto-monnaie à l'heure actuelle et sur vraiment en multicanal, et l'influence que du coup on applique à la crypto-monnaie? Pour autant, justement, une partie de cette influence relève d'un œil extérieur d'une promotion qui n'est pas très différente des autres, au-delà du sujet, évidemment. La différence, on l'a qualifiée dans l'article 1. C'est finalement on a moins qualifié l'activité d'influence que de qualifier ce qu'était un influenceur. Il y avait deux façons de voir là aussi le sujet. Les rapporteurs se sont attachés après avoir buté, parce que je crois savoir que l'article 1, il a été écrit, réécrit, réécrit, pour aboutir à finalement une décision qui était de caractériser l'influenceur. Et en découle finalement l'activité d'influence. Ce qui fait que il s'agit moins de distinguer ce qu'est la promotion de la publicité et l'influence que de caractériser quelle est la source émettrice et le support, en définitive. C'est le parti pris de ce texte. Moi, ça me va assez bien, en vérité. Parce que ça permet justement, c'est une porte d'entrée, elle est scalée,
mais elle a le mérite de caractériser les choses. Est-ce que la rédaction est parfaite? J'en sais rien. Mais à tout le moins, si la portée du texte, c'est de pouvoir, le moment venu, responsabiliser, y compris judiciairement, des gens qui auraient eu des comportements illicites, alors c'est moins, j'allais dire, l'activité qui est en tant que telle criminalisée ou judiciarisée, que le fait d'être un influenceur qu'il devient et de rendre des comptes sur son activité d'influenceur. Moi, ça me va assez bien. Ouais, En définitive, oui. ce sujet des influvoleurs, il est très incarné et très personnifié. Hein. Non, bien sûr. Si je vous pose toutes ces questions, c'est pas, je veux dire, mon avis n'est pas neutre, hein, forcément sur la question. C'est, si vous voulez, si je vais un peu plus loin, j'ai justement entendu beaucoup en suivant les débats le besoin de protéger, on va dire vraiment le consommateur. Moi, ce qui m'inquiète pour l'avoir vu, pour être à la tête d'un média qui a fait des enquêtes sur des arnaques, qui a parfois été menacé en justice pour ça et qui s'est aussi heurté à, on va dire, une certaine latence de certaines institutions qui sont censées aussi réagir sur ces sujets-là. Mais après, c'est la vie et c'est comme ça, on fait avec le réel. C'est que une réglementation si stricte, en tout cas si elle passe comme ça à l'heure actuelle, risque de couper, je pense très sensiblement, les financements qui permettent à des médias ou, voilà, comme je vous dis, à des pure players comme nous de fonctionner et d'adresser vraiment une partie de l'audience qui va être néophyte et de lui dire, attention, ça c'est dangereux, attention, ça l'est moins. Quand vous dites si strict, c'est si strict d'un point de vue, on revient sur strict sur la définition de l'influenceur. Alors c'est là en fait un petit peu mon questionnement personnel, c'est que si je me pose sur la définition de l'influenceur, je n'ai pas de distinction que je sais pas, je sois moi-même à Dubaï en train de faire de la promotion pour n'importe quoi en me filmant ou que je gère un média avec des collaborateurs et une éthique que j'espère quand même voilà assez efficace, tout en essayant aussi forcément d'être complètement cohérent par rapport à ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire, et en portant la responsabilité légale de tout ça, ce qui est normal aussi en tant que directeur de publication. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, même si on me disait oui, bah, vous pouvez aussi travailler avec les enregistrés en termes de PSAN, malheureusement, et ça je pense que c'était Owen Simonin qui en a parlé dans le space dans lequel vous étiez, je n'ai pas vérifié ces chiffres, mais de notre côté, je pense que c'est assez cohérent de dire que 90 à 95% du chiffre d'affaires qui nous permet de fonctionner, hein, on est un média en ligne, ça vient de gens qui ne qualifieront jamais aux conditions de cette loi influenceur à l'heure actuelle, et surtout, si pour revenir aussi sur la deuxième question que vous posez sur la qualification de l'influenceur, on est une personne morale, on fait de la promotion, on touche un revenu pour ça. Et j'allais dire un certain nombre de médias classiques le font aussi. Pour autant, on va pas aller dire au Figaro Service, par exemple, qu'ils font de l'influence. Pourtant, ils font de la promotion, même pour des acteurs crypto à l'heure actuelle. Alors, ouais, mais ils rentrent déjà dans le champ. Il y a déjà pas mal de textes qui existent sur la LCEN, sur la pub en général, qui encadrent. Enfin, d'ailleurs, il ne viendrait pas à l'idée du Figaro de faire de la pub hors cadre. Non, je les cite pour donner un exemple, pour dire effectivement que... Oui, bien sûr. Mais la question que vous posez, elle est fondamentale. C'est celle de... et elle n'est pas uniquement liée à ce texte. C'est celui de la portée extraterritoriale des mesures qu'on prend. Dans une économie qui est une économie qui ne connaît pas les frontières. La difficulté qu'est la nôtre, on l'a eu, y compris sur le DSA, le DMA, etc. Vous avez vu les débats sur la présence d'un représentant légal. Moi, c'est les débats qu'on a sur la haine en ligne. Voilà, il y a plein de gens qu'on peut pas attraper, en vrai. Il y a plein de gens qu'on peut pas attraper. Alors, pour autant, on reste pas inactif, on fait des choses pour protéger, j'allais dire, nos concitoyens sur les discours de haine, sur l'apologie du terrorisme, etc. Est-ce qu'à chaque fois, ça match? Est-ce qu'à chaque fois, on attrape les gens? Non, je peux vous dire qu'il y a des sujets sur lesquels c'est compliqué. C'est compliqué de les mettre dans le droit. J'ai un exemple en tête, je le citerai pas, mais d'une entreprise, c'est public puisqu'il y a un avis de la CNIL fin décembre, une entreprise israélo-américaine qui a des activités en France, et on ne peut pas qualifier qu'elle est en situation d'infraction, alors qu'en vérité l'infraction est caractérisée. Alors on peut caractériser l'infraction, mais on ne peut rien faire contre elle, parce que la limite du droit est de sa capacité à pouvoir s'appliquer de point de vue extraterritorial. Bien évidemment que ça va toucher aussi les influenceurs, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure dans mon propos, trouvons des dispositifs qui surpénalisent pas trop, et bien évidemment quand on fait du droit et qui s'applique et que les gens sont en France et que c'est plus facile de les identifier, de les avoir sous la main, ils rendent des comptes plus que les autres qui sont naturellement. bon,
on n'a pas dit grand-chose de nouveau quand je dis ça. Alors, il y a du renforcement de droits qui vient à l'échelon européen sur DSA, DMA. Typiquement, on va responsabiliser des plateformes, et ça a mis du temps. Hein. On est en train de parler de gens qui ont des marketplaces ou de gens qui font de l'activité de services sur les internets, et personne ne s'étonne qu'on est en 2022 et que c'est seulement maintenant qu'on va faire l'adaptation d'un DSA qui rentrera en vigueur en 2024 en Europe. Enfin, je veux dire, quand on prend toutes les mesures qui sont dans le DSA, on pourrait se dire, mais pourquoi on l'a pas fait plus tôt? Donc ça prend du temps. Là, pour le coup, c'est à peu près la même chose. Oui, bien sûr, il y a probablement des gens qui seront en dehors des dispositions qu'on a écrites et qui laissent des marges de manœuvre parce que justement, on n'est pas dans l'interdiction absolue, le bannissement absolu de tout. Et oui, ça va être un effort pour celles et ceux qui sont en France de se conformer à ce droit, quand d'autres, peut-être, se diront qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils seront insensibles à ce droit. Mais moi, j'écris pas le droit pour la planète, j'écris le droit pour la France et on essaye de le faire pour faire en sorte que, malgré tout, celles et ceux qui opèrent en France doivent rendre des comptes sur leurs activités en France ou auprès de consommateurs français. Et vous observez d'ailleurs que sur sur d'autres parties qui sont plus anciennes, de lutte que nous avons menée contre les discours terreau, machin, etc. D'abord, il y a un alignement de grandes puissances occidentales, celles qui sont attachées à des valeurs démocratiques, etc., etc. Et que, bon an, mal an, ça devient plus compliqué pour eux, hein, pour les criminels d'agir. Donc il y aura des paradis d'influx voleurs, comme il y a des paradis fiscaux. Si vous voulez me dire que le droit qu'on a écrit la semaine dernière, il règle tous les problèmes, je dis que non. Et d'ailleurs, dans cette maison, j'ai pas le sentiment qu'à chaque fois qu'on promulgue un texte de loi, on a réglé tous les problèmes. Enfin, on a réglé un certain nombre. D'accord. Non, vraiment, le cœur de ma question, mais j'entends bien ce que vous dites. Et pour conclure, hein, c'est véritablement sur disons, est-ce que quand cette loi est votée, la majorité des députés qui la votent se rendent compte que peut-être par effet de bord, en voulant bien faire, on fait trop et on risque en réalité, voilà, comme vous dites, pas de favoriser, puisque ces paradis entre guillemets d'influx voleurs existent déjà, mais de laisser la porte ouverte à ce secteur-là, mal intentionné et malheureusement entraîner le dépérissement de ceux qui voulaient prospérer en France, mais qui, dans ces conditions en tout cas actuelles, le pourront probablement pas. Je vais faire un parallèle parce que ceux qui vous écoutent sont aussi des gens qui consomment des denrées alimentaires. Pardon de ce parallèle, mais d'abord, il permettra peut-être de toucher une cible aussi plus grand public encore. Quand on prend des dispositions en termes d'utilisation de pesticides en France, les autres pays ne sont pas forcément alignés là-dessus. Est-ce qu'on a le sentiment qu'on est en train de pénaliser la production agroalimentaire en France parce qu'on leur fait peser des niveaux de normes? Et c'est le cas. Hein. Je pense qu'en France, on a une production agroalimentaire qui est parmi la plus élevée en termes de critères de qualité. La contrepartie, c'est que parfois ils souffrent dans la compétition internationale de gens qui viennent déverser leurs produits chez nous et qui respectent pas les mêmes standards. Le monde n'est pas parfait. Je ne veux pas OSS 117. Hein, voilà, faut chez le coiffeur. Mais le monde n'est pas parfait, mais c'est notre responsabilité aussi que de produire du droit pour protéger les consommateurs. Conscient, je réponds à votre question du coup, conscient que parfois on est plus exigeant avec nos propres acteurs qu'on le sera avec d'autres. C'est une question de balancing après derrière. Et c'est pour ça qu'il y a ces éléments de droit qui ne se résument pas simplement en un article ou deux ou trois ou quatre ou cinq. Parce que chaque fois, on essaye de faire en sorte qu'on trouve cette ligne, et c'est la richesse des débats qu'on peut avoir ici dans cette maison, qui fait qu'à un moment donné, on essaie de réconcilier la liberté qu'on donne à certains d'innover, et en même temps, de l'autre côté, la nécessaire protection des consommateurs. Alors, d'un point de vue de ceux qui créent, c'est toujours trop. D'un point de vue de ceux qui sont protégés, c'est toujours pas assez. Mais on fait du mieux qu'on peut. Voilà, je jette pas la pierre aux autres parlementaires. Le plus compliqué, c'est parfois d'aborder des sujets qui sont, encore une fois, très techniques et très technologiques. Et je vous assure un truc, hein, c'est que moi, je suis plutôt à l'aise sur les sujets tech. Je suis pas un spécialiste, je suis pas un expert, je suis un curieux, vous l'avez dit tout à l'heure. En tout cas, vous avez parlé de la curiosité, ça me va bien. Mais il en va de même pour les autres textes. Moi, je les diffère sur le texte de la santé. Je me revendique pas. Mais une vie suffirait pas pour être. Oui, non, mais naturellement. Faut pas être expert en tout non plus. Le spécialiste des armées, des machins et trucs. Et pourtant, on donne notre opinion en tant qu'élu, représentant de la nation, sur l'ensemble des textes. Il faut surtout pas en vouloir à ceux qui méconnaissent les subtilités technologiques et qui seraient privés de pouvoir s'exprimer au motif qu'ils les maîtrisent pas complètement, parce que c'est ainsi que fonctionne notre démocratie. On confie les clés
de la représentation nationale à un certain nombre, à un certain nombre d'acteurs. Et il faut concéder que, pas plus que le reste des concitoyens, ils sont les spécialistes. Ils sont dédiés à ça, ils ne font que ça. Leur passion, c'est d'aller lire les documents, d'écouter les influenceurs, les lobbyistes, les parties prenantes, appelons-les comme on veut, qui viennent vous dire et vous informer que si vous faites ça, alors il y a un danger. Et à la fin, vous faites votre opinion. Donc là, c'est aussi passionnant, il me semble, d'être député que d'être influenceur. Et de toute façon, on est influenceur. On influence le droit. C'est une belle formule. Bah, écoutez, on va donc conclure quasiment là-dessus. Quelle continuité pour ce texte de loi, justement? Donc là, il part au Sénat. Ouais, comment dire, navette parlementaire standard. Donc il part au Sénat, il va être examiné au Sénat. Je connais quelques sénateurs qui sont investis sur ce son-là, qui possiblement seront attentifs à apporter une solution à ce qui était le shitstorm qui est né de cette décision vécue comme une douleur, et je la comprends, je compatis, et puis ensuite il y a la CMP. Mais je crois que, moi je ne veux pas parler à la place ni du gouvernement ni des rapporteurs, je pense que chacun a pris la mesure de la déception qui est née d'une décision qui, si elle s'applique en l'état, finalement, sonne le glas de la capacité de pouvoir avoir la moindre activité de communication ou d'information sur le sujet, parce que de fait, comme il n'y a pas d'agréé, voilà, en gros, ça réduit à néant tout ça. Donc je pense que tout le monde a conscience de ça et que désormais, ils sont tous attachés à trouver une porte de sortie qui soit conforme pour la majorité et pour le gouvernement qui a toujours revendiqué qu'il était très accueillant pour le business. Je pense qu'il y aura quelque chose. Je ne parle pas de sujet. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre temps et d'avoir répondu à mes questions. On va finir là-dessus. Merci à vous, prenez soin de vous, et puis on va suivre l'évolution de ce texte, parce que moi il me paraît important aussi qu'il évolue positivement. Exactement. Merci encore. Merci.